Michel Onfray, vous partez du principe que Nietzsche invente une nouvelle philosophie qui intègre le corps. Oui, il est un philosophe qui, le premier, dit ces choses-là clairement, même si tous les autres ont pratiqué dans ce sens. C'est évident que Nietzsche découvre une vérité qui existe déjà bien avant lui. Il pense que la philosophie, c'est d'abord la confession d'un corps, c'est d'abord une autobiographie, qu'on écrit à la première personne, que c'est le moi qui parle, que c'est le moi qui pense d'une certaine manière, et que toute philosophie procède de cette logique-là. Alors bien évidemment, il y a des gens qui ont passé leur temps et leur énergie à cacher ça, à gommer le jeu et le moi, à faire de telle sorte que n'apparaissent que des concepts qui seraient descendus du ciel et qui seraient tombés du ciel. Nietzsche lui dit, c'est pas du tout comme ça que la pensée fonctionne, elle ne procède pas de cette manière-là, elle provient d'un corps, et lui revendique ça nettement. Alors il y a bien évidemment quelques individus derrière une pensée comme celle-ci, lui la formule clairement, mais Montaigne a déjà pratiqué sur ce terrain-là, d'une certaine manière le Saint-Augustin des Confessions. Il y a aussi, on pourrait considérer que les grandes écoles de l'Antiquité, aussi bien Épicure que Sénèque, les épicuriens ou les stoïciens, sont aussi des individus qui philosophent à la première personne et qui mettent en avant un corps douloureux, un corps qui souffre, un corps qui vit, un corps malade, un corps blessé, un corps joyeux, un corps rempli d'énergie. Nietzsche est le premier qui fait une synthèse de tout ça et qui dit voilà, moi j'assume pleinement cette évidence-là. Le corps, c'est ce qui philosophe a priori, et on doit pouvoir le dire très précisément et très clairement. Voilà pourquoi dans l'ensemble de l'œuvre de Nietzsche, on rencontre des considérations à la première personne. Nietzsche est quelqu'un qui dit très précisément « je », ne le gêne pas, il n'est pas chrétien, donc il ne croit pas comme Pascal que le moi soit haïssable, et il parle de son père, il parle de sa mère, il parle de son enfance, il parle de ses voyages, il parle de ses douleurs, de ses souffrances, de ses maladies. Il parle de ses déplacements, il parle des endroits où il se trouve, enfin il parle à la première personne, et à partir de cette confidence ou de cette autobiographie, il induit une vision du monde, un système qu'il propose à la lecture de qui voudra. Et comment le corps du lecteur reçoit-il le corps du philosophe? Alors c'est vrai que la question du corps comme producteur d'une pensée suppose aussi la question du corps comme récepteur de cette pensée. C'est une idée extrêmement importante, parce que, soit dit en passant et entre parenthèses, elle rend possible Marcel Duchamp en esthétique et rend donc possible toute l'esthétique du XXe siècle. Enfin, c'est quand même une idée essentielle, cette idée nietzschéenne. C'est la question de la perspective. J'écris une chose, mais il y a en face de moi quelqu'un qui va lire cette chose, et comment ce quelqu'un va-t-il lire mon propos? Comment est-ce que je suis reçu, puisque j'envoie un message que j'écris, que j'y crois, que je le publie, et même si Nietzsche a eu des difficultés immenses à se faire publier, à se faire éditer. Il a vendu quelques petits misérables exemplaires de ses livres de son vivant, mais il n'a pas trouvé de lecteur. Enfin, c'était sa grande souffrance, c'était sa grande douleur. Voilà pourquoi il considérait que le corps d'autrui n'était pas prêt, qu'il écrivait non pas pour tout de suite, c'est-à-dire 1871 pour le premier livre, enfin pour la naissance de la tragédie, et 1888 pour les derniers, allons-y pour Ecce Homo. Il sait qu'il écrit dans son siècle, mais qu'il ne sera pas compris dans ce siècle-là. Il considère que le siècle suivant sera son siècle, c'est-à-dire le nôtre, celui qui vient de s'achever, le XXe siècle. Il considère que peut-être après encore, il y aura des chaires pour enseigner sa philosophie, que des gens seront capables à ce moment-là de le lire, de le comprendre. Il pense, lui, que son corps est tellement performant, que c'est une machine tellement performante, et je crois qu'il a complètement raison, qu'il lui sera difficile de son vivant de rencontrer des corps aussi performants pour le saisir, pour le comprendre et pour rentrer dans sa philosophie. Donc il va au-devant de malentendus, il le sait. Il considère qu'effectivement les gens qui auront entre les mains le Zarathustra, par exemple, ne le comprendront pas, que peut-être 2 ou 3 personnes dans une génération ou dans une époque seraient à même de pouvoir déchiffrer l'énigme du Zarathustra. Il y a eu deux ou 3 personnes qui, en son temps, lui ont fait signe, Taine en France, Strindberg, dans les pays scandinaves, qui lui ont laissé croire que peut-être des individus seraient capables un jour de le comprendre, mais pas tout de suite. Ça, c'était sa grande douleur, de ce savoir posthume, c'était son expression. Donc le corps de l'autre, qui soit à même de comprendre le corps de Nietzsche, c'est finalement aussi une grande déception, c'est un grand désir, c'est une grande aspiration. Nietzsche souhaitait des semblables, il n'en a jamais trouvé. Est-ce que finalement la qualité de sa pensée ne va pas au-devant d'une difficulté majeure sur ce terrain-là? Est-ce qu'un philosophe comme Nietzsche ne peut pas être lu et compris par une poignée seulement au détriment des autres qui sont destinés au malentendu, vraisemblablement? Je pense que la qualité de la pensée de Nietzsche, c'est ses dissimulations volontaires, son ironie, son humour, sa qualité littéraire, son désir de s'installer sur le terrain poétique, bien que pratiquant la philosophie. Enfin, tout ça fait que le corps de Nietzsche est allé sur les cimes, et qu'il savait en son temps et à son époque que les gens étaient plutôt dans la vallée.
En même temps, le corps de Nietzsche, enfin ce que raconte le corps de Nietzsche est un état quasi permanent de souffrance, un état d'où le plaisir est relativement absent. Et comment un philosophe comme vous, Michel Onfray, hédoniste, jouisseur, écrivant Le ventre du philosophe, La raison gourmande, L'art de jouir, comment arrivez-vous à vous identifier, vous, philosophe hédoniste, à la souffrance physique de Nietzsche? Il me semble que le vrai corps performant en matière de philosophie, c'est un corps capable d'hyperesthésie. C'est un corps déchiqueté, c'est un corps souffrant, c'est un corps joyeux aussi, c'est un corps décorché. Il ne peut pas fonctionner véritablement sur le terrain de la philosophie ou de l'art au sens large du terme, parce que je pense que la philosophie fait très précisément partie de l'art. On ne peut pas fonctionner si on n'a pas un corps particulier, une espèce de machine extrêmement performante qui fait que on sent mieux, on voit mieux, on entend mieux, on est dans la différence à l'endroit d'autrui, c'est-à-dire que ce que l'autre ne voit pas, soit on le voit, ce que l'autre n'entend pas, soit on l'entend. Enfin, Nietzsche a fait un éloge des cinq sens, en disant que lui avait des oreilles particulières, un nez particulier, qu'il avait un sens tout à fait particulier de la distinction et de la compréhension et de la perception du réel. Il a fait donc un éloge du corps comme une machine enregistreuse, et ça ne peut pas ne pas me plaire. C'est-à-dire qu'un individu qui remet le corps en son centre, et non pas le corps idéal, mais le corps réel, c'est-à-dire le corps qui est un corps sensuel, le corps qui est pourvu de cinq sens, ça je trouve que c'est une magnifique révolution dans l'histoire de la philosophie. Alors Nietzsche m'intéresse pour cette raison-là, d'une part, et d'autre part parce qu'il rend possible une pensée qui sera l'hédonisme. Enfin, je veux dire, c'est assez immodeste de se mettre en perspective, mais si je pense sur le terrain de l'hédonisme, c'est parce que Nietzsche a rendu possible cette question-là. Je suis nietzschéen, c'est-à-dire je suis pas Nietzsche, je suis pas tenu d'assumer la maison Nietzsche en totalité, de la cave au grenier, en disant l'éternel retour, je dois prendre ça pour moi, le surhomme, je dois prendre ça pour moi, je dois défendre ces questions-là. Nietzsche disait un bon maître, celui qui apprend à ce qu'on se déprenne de lui. J'espère que je suis Nietzsche en ce sens, c'est-à-dire que j'ai gardé l'essentiel en me déprenant de lui. Il est bien évident que l'hédonisme que je mets en avant aurait été considéré par Nietzsche comme un signe d'impuissance, un signe de décadence, un signe de nihilisme, enfin quelque chose qui signerait une époque sans valeur ou dépourvue de sens. Bon, en ce sens, la pensée de Nietzsche m'intéresse parce qu'elle remet le corps au centre, elle remet le corps sensuel au centre, et puis elle rend possible aussi une pensée qui ne sera pas purement et simplement la reprise de ces grands thèmes ou de la thématique classique qu'on enseigne aujourd'hui. Je crois que le discours de la méthode de Nietzsche, c'est finalement Ecce Homo, c'est un texte magistral. Je pense que si en 1636 le discours de la méthode révolutionne une façon de faire de la philosophie, si Descartes rend possible une laïcisation de la pensée, même s'il y aurait beaucoup à dire sur les limites de la laïcité possible, ou rendue possible par le discours de la méthode de Descartes, il y a une vraie révolution qui s'induit par ça. Toute la Révolution française en procède, tout le matérialisme, tout le sensualisme du XVIIIe siècle. Enfin bon, on ne va pas s'étaler sur la question du cartésianisme, mais Ecce Homo fonctionne de la même manière, mais d'une façon moins visible. Je pense qu'on a moins vu ça. D'abord parce que les universitaires lisent peu ou lisent mal Nietzsche, et qu'il suffirait de le lire très précisément pour voir ce qu'il a rendu possible, comment Ecce Homo a rendu possible cette fameuse méthode nouvelle en philosophie. Alors c'est une méthode qui suppose qu'on n'appréhende pas le texte en structuraliste, puisqu'il y a cette grande mode dans les années 70, c'est-à-dire en considérant qu'après tout, le texte fonctionnait sans contexte, qu'il se suffisait à lui-même, qu'on prenait 15 lignes, on n'avait même pas besoin de savoir de qui elles étaient, quand elles ont été signées, quels étaient les contextes, les époques où ces choses-là ont été publiées. Enfin tout ça, c'était sans intérêt, ça a été sans intérêt pendant très longtemps, et le structuralisme a fonctionné en pleine puissance sur cette idée-là. Nietzsche dit très exactement le contraire. Il dit, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des perspectives. Perspective, ça suppose donc un endroit où on se trouve et qui nous permet de voir un objet particulier. Comme l'objet est dans l'espace, eh bien, on n'en voit toujours qu'un fragment, qu'un morceau. Il faut se déplacer pour pouvoir appréhender, par exemple, la totalité d'une sculpture, son avers et son revers, on pourrait dire. Et il en va de même pour les textes philosophiques. Nietzsche nous dit, ne les regardez pas comme des textes qui seraient susceptibles d'être extraits du contexte, ne les regardez pas comme des phrases qui pourraient comme ça fonctionner de manière totalement indépendante, mettez-les toujours en perspective. Donc mettez-les en perspective, avec une époque bien sûr, mais aussi avec ce fameux corps, avec le corps qui pense. Si je suis, moi, Nietzsche, un individu qui dit ça à telle époque, en 1888, dans un livre qui s'appelle Ecce Homo, eh bien, ça procède d'un contexte particulier. Où en suis-je avec moi-même? Quel âge ai-je quand j'écris cet ouvrage? Enfin bon, il y a tout ça à voir.
faut mettre ça en perspective avec sa biographie, il faut mettre ça en perspective avec la correspondance qui nous permettra de savoir ce qu'il a mangé, ce qu'il a vu, ce qu'il a pensé pendant les mois qui ont précédé l'écriture de ce livre, pendant les jours de cette écriture, pour qu'on puisse enfin comprendre ce qu'est le texte philosophique. Et ça, c'est une révolution, parce qu'on ne peut plus faire de philosophie sans faire d'histoire. Parce qu'on ne peut plus penser sans contextualiser, et que la contextualisation, c'est extraordinaire, parce que ça permet de mettre en perspective des réseaux, des espèces de flux d'énergie qui a priori semblent sauvages, deviennent d'un seul coup sensés, parce que ça se trouve organisé autour de 2 ou 3 lignes de force, et ça rend possible, d'une certaine manière, la philosophie, enfin ce qui compte en philosophie à mes yeux au XXe siècle, je dirais des gens comme Deleuze ou des gens comme Foucault, et toute l'histoire est rendue possible par les textes où Nietzsche fait l'éloge de la perspective et de la mise en contexte. Donc voilà pour la méthode. Je dirais la méthode nietzschéenne, elle rend possible une lecture beaucoup plus fine, beaucoup plus élégante, beaucoup plus profonde. Il y a bien sûr des philosophes qui résistent à ça et qui sont toujours dans la négation de la biographie ou de l'autobiographie. Heidegger est un grand résistant sur ce terrain-là, pour une fois qu'il résiste, je dirais, mais la façon qu'a Heidegger de dire un philosophe, c'est d'abord son œuvre et ça n'est que son œuvre. On connaît l'anecdote célèbre d'un Heidegger présentant son cours sur Aristote et disant Aristote est né, a écrit et est mort. Et puis voilà, quoi, point à la ligne. Non, c'est pas suffisant, et Nietzsche dit même tout le contraire. Il dit un philosophe, c'est quelqu'un qui a un père particulier, une mère particulière, qui vit dans une époque particulière, qui se trouve dans un milieu singulier, qui fait des études qui ne sont pas des études neutres, qui découvre des philosophes, qui en aime certains, qui n'en aiment pas d'autres, qui passe à côté de certaines œuvres. C'est un individu qui est réactif, qui est dans le ressentiment, qui devrait s'échapper du ressentiment, mais qui ne peut pas faire l'économie du ressentiment. C'est un individu qui a des émotions, des perceptions, des sensations. C'est toujours un individu qui a un corps singulier, c'est-à-dire que là où 1000 personnes sont incapables d'enregistrer une variation de température, une variation d'hygrométrie ou une pression atmosphérique, Nietzsche lui réagit au quart de tour et se trouve ravagé par 1 degré supplémentaire en termes de climat ou par une pression barométrique qui se modifie. Donc son corps enregistre tout ça d'une manière extrêmement violente. Il a des migraines, il a des ophtalmies, il a des problèmes gastriques, il a des nausées, il a des difficultés à dormir, et il ne mange pratiquement rien. Enfin, le corps de Nietzsche est une grande machine enregistreuse. Et il nous donne cette leçon que la philosophie, elle cache toujours un philosophe qui lui-même est porteur d'un corps singulier, inscrit dans un temps et dans une époque. Voilà en quoi il y a une révolution méthodologique chez Nietzsche, et voilà en quoi Ecce Homo donne d'une certaine manière les clés. Les clés se trouvent aussi dans la préface, dans un petit texte de préface du Gai Savoir, où Nietzsche dit ça très précisément, où il fait advenir un corps réel, un corps qui n'est pas du tout le corps du platonisme, dans le genre une idée du corps, dans le genre une petite espèce de matière un peu pesante qui contient une âme, cette âme elle-même nous rattachant au principe céleste, le corps c'est pas grand chose, l'âme c'est tout, etc. Ça, Nietzsche, ça ne l'intéresse pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'est un corps unique, porteur d'une énergie, sans quoi il me semble qu'il y a un matérialisme dionysien aussi chez Nietzsche, ce qu'on n'a pas dit. Il y a un matérialisme qui procède de Büchner, par exemple, Force et matière, enfin des livres qui à l'époque ont grand succès en Allemagne, mais il y a un matérialisme dionysien qui est au centre de la révolution méthodologique induite par Nietzsche. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore produit ses effets, du moins sur le terrain de l'université, sur le terrain de la critique classique. On lit toujours la philosophie, les philosophes et l'histoire de la philosophie comme si Nietzsche n'avait pas eu lieu, ça c'est évident. Sur ce terrain de la physiologie comme méthode, Nietzsche est tout seul à ce moment-là. Avant lui, peu de choses. Pendant lui et après lui, plus rien. Aussi clairement et aussi nettement, il y a des gens dont on peut ressortir les ouvrages, je dirais des gens même qu'en France on connaît très peu ou qu'on connaît très mal, qui sont ce qu'on appelle les idéologues, Cabanis, Destutt de Tracy, Volney, enfin ces individus que personne ne lit non plus. Vous pouvez chercher une bibliographie là-dessus, vous ne trouverez pas grand-chose. Cabanis par exemple écrit un ouvrage sur le rapport du physique et du moral, c'est le titre, qui d'ailleurs, on ne s'étonnera pas, un ouvrage introuvable maintenant dans la bibliographie française. Il faut trouver ça chez les bouquinistes et avoir la chance de tomber sur cette jolie pièce rare. C'est un médecin, et il dit précisément ces choses-là, que le corps et le milieu entretiennent une relation d'interdépendance. Il y a Taine qui lui aussi, mais c'est un lecteur de Nietzsche, en France procède exactement de la même manière. Sa philosophie de l'art va dans ce sens-là. Taine est quelqu'un qui ne regarde pas un tableau,
en disant voilà, Botticelli, point à la ligne, il met en perspective une peinture, une époque, un milieu, des ateliers, et puis un climat. Et puis une lumière, et il considère qu'il a raison d'une certaine manière que le climat de Florence n'est pas le climat des Pays-Bas et que la peinture florentine n'est pas la peinture néerlandaise et qu'on doit mettre en perspective les flux migratoires de l'époque, les déplacements des individus, l'économie, les conditions de production d'une œuvre. Enfin, je dirais, ça c'est rendu possible par Nietzsche. Donc il est encadré, je dirais, par un cabaniste qui rend ses pensées là possible, par un Taine qui les développe aussi. Mais on peut imaginer, il faudrait prendre un long temps pour montrer comment tout ça chemine, mais tout ça débouche d'une certaine manière sur le marxisme, ou sur la méthodologie marxiste, sur ce qu'on appelait à l'époque le matérialisme dialectique. Ce sera évidemment repris, développé, enfin la question des infrastructures économiques et des superstructures idéologiques chez Marx, ça procède d'une certaine manière de la contextualisation telle qu'on la trouve chez Nietzsche. Mais c'est beaucoup plus général, c'est-à-dire que Marx réduit ça à l'économie, d'une certaine manière, Nietzsche réduit ça à l'économie généralisée, ce qu'on pourrait appeler une économie généralisée, une économie planétaire, une espèce de cosmographie qui met en perspective l'homme et l'ensemble de la planète et l'ensemble du système. Il y a des textes de Nietzsche très impressionnants sur l'énergie, sur la volonté de puissance, et qui considère qu'il n'y a qu'une seule substance diversement modifiée, c'est une phrase de Spinoza, mais que cette substance diversement modifiée, c'est la volonté de puissance. Il n'y a que de la volonté de puissance, et le reste, ça n'est jamais que manifestation, incarnation, agencement, enfin, ce ne sont que les formes prises par la volonté de puissance. Et ça, c'est assez radical comme position pour qu'on puisse, un siècle après, trouver ça absolument intact. C'est une pensée absolument intacte, qui est totalement défendue par les neurochirurgiens, les neurophysiologistes ou les neurobiologistes aujourd'hui. Tous ceux qui rentrent dans la chimie du cerveau donnent raison à Nietzsche sur cette question du matérialisme dionysiaque. Ils ne le disent pas comme ça, ni dans ces termes-là, mais il y a un vitalisme qui dure et qui persiste, et le vitalisme, ce serait finalement ce qui relie Cabanis, Nietzsche, et puis les gens les idéologues, et puis les gens qui par la suite, avec le sensualisme et le matérialisme du XVIIIe et du XIXe siècle, enfin du XIXe siècle surtout, produiront la grande modernité, ce que j'appelle la grande modernité, c'est-à-dire les figures qui comptent au XXe siècle et qui s'inspirent de ces thèses-là. Est-ce que la physiologie comme méthode n'est pas également la porte ouverte à l'élaboration fantasmatique du grand corps arien? Non, parce que sur la question de l'arianisme, il faudrait aussi penser en termes d'histoire et considérer que Gobineau, par exemple, quand il écrit son essai sur l'inégalité des races humaines, écrit avant Auschwitz, et que avant Auschwitz, la pensée ne peut pas être la même. Bien évident que quand on lit la question de l'arianisme que Nietzsche aborde très très peu, en fait, très très peu. Il excite beaucoup les gens, mais il aborde ça très peu, et il l'aborde avec la lecture de Gobineau derrière lui. Et la lecture de Gobineau, elle suppose au moins une lecture, c'est-à-dire beaucoup de gens parlent de Gobineau sans l'avoir lu. Quand on a lu Gobineau, on s'aperçoit qu'il y a un pessimisme historique radical chez Gobineau. Gobineau dit qu'il y a eu des races pures, il y a eu des races supérieures, des races inférieures. Évidemment, ça sonne mal à nos oreilles d'aujourd'hui. Mais Gobineau dit tout ça s'est mélangé, et il ajoute, chose importante et chose essentielle, et on ne pourra jamais restaurer un ordre primitif qui aurait été l'ordre idéal d'avant l'impureté, d'avant le mélange, d'avant la confusion. Donc, c'est très clair, Gobineau n'aurait jamais souscrit à une idéologie de type hitlérienne, du genre restaurons la pureté primitive, avec les fameuses horreurs qu'on sait, c'est-à-dire avec cette espèce de lecture sommaire de l'arianisme, du sémitisme, avec cette espèce de lecture sommaire de la génétique qu'avait Hitler, c'est-à-dire les lois de Mendel sont quand même découvertes quand Hitler a cette espèce de théorie stupide des haras humains qui permettrait de restaurer l'arien dans son corps extraordinaire, les grands blonds aux yeux bleus, qu'on mélangerait avec des grandes blondes aux yeux bleus, pour faire des enfants qui, comme par hasard, seraient grands blonds et aux yeux bleus. C'est ridicule. Même un élève moyen en France, aujourd'hui, qui a fait un peu de génétique et qui connaît les lois de Mendel au collège, et même pas au lycée, c'est qu'il y a des caractères récessifs et des caractères dominants, et que si on tombe sur des caractères récessifs, on peut être un grand blond aux yeux bleus et faire des enfants qui seront des petits aux yeux noirs. Donc je dirais l'arianisme est une question confuse dans l'esprit des gens aujourd'hui, bien que très claire si on pense en termes historiques,
Gobineau est donc quelqu'un qui est dans une logique de pessimisme historique absolu, qui considère que ça a existé, cette pureté primitive, ça n'existe plus et ça n'existera plus jamais, qu'on ne peut rien faire d'autre que désespérer. Voilà. Et sûrement pas espérer sur le terrain politique. Cette question est reprise, alors ça c'est avant Nietzsche, après Nietzsche c'est repris par évidemment l'usage que d'aucuns ont pu faire de Nietzsche pour justifier le fascisme, aussi bien Alfred Rosenberg avec son mythe du XXe siècle qu'un certain Spengler avec le déclin de l'Occident, qui ont fait dire à Nietzsche ce que jamais Nietzsche n'a dit, voire un Heidegger qui biologise Nietzsche. Il n'y a pas cette biologie chez Nietzsche qui permet de penser l'arianisme comme une catégorie historique ou comme une catégorie biologique ou physiologique. L'arien chez Nietzsche, d'une certaine manière, c'est ce qui s'oppose aux sémites, comme Dionysos s'oppose à Apollon. Et le Dionysos de Nietzsche, il est vraiment franchement nietzschéen. Il n'a pas, enfin, je dirais pas grand-chose, si un petit peu, mais il n'a pas grand-chose à voir avec le Dionysos des tragiques grecs, avec le Dionysos tel qu'on le raconte dans la mythologie grecque. Nietzsche s'empare de catégories comme celle-ci. Quand il s'empare de l'arien, il oppose une figure idéal et conceptuel à la figure du juif, le juif étant pour le coup l'inventeur de l'Ancien Testament et rien d'autre. C'est-à-dire que quand il y a des textes de Nietzsche contre les juifs, ce sont des textes qu'il faut lire contre la pensée judaïque de l'Ancien Testament, à savoir haine du corps, mépris de la chair, mépris des désirs, des pulsions et des passions, mépris du corps. Finalement, pour revenir à la question du corps, ce que Nietzsche déteste, ce sont les gens qui ont jeté l'anathème sur le corps. Alors qu'ils soient juifs avec l'Ancien Testament, ou qu'ils soient catholiques, protestants avec le Nouveau Testament, ça le gêne. D'une certaine manière, le bouddhisme le gêne aussi, l'islam aussi, même s'il est capable de dire des choses intéressantes et positives sur toutes ces religions-là, il considère qu'en tant qu'elles sont des idéologies de la négation du corps, ce sont des idéologies indéfendables. Donc quand l'arianisme est posé chez Nietzsche, il ne renvoie pas du tout aux débats d'idées qui sont rendus possibles malheureusement après Auschwitz, alors qu'on sait ce qu'est l'histoire. Quand on a eu ces charniers, quand on a eu ce siècle de sang et de feu, quand on a eu ces 6 millions de juifs assassinés, gazés, détruits, pourchassés, et puis les autres qui ont été blessés dans leur corps, dans leur intimité, etc. Il est bien évident que on ne peut plus du tout penser la question sémite arien de la même manière. Ce sont même des mots devenus tellement dangereux, c'est tellement chargé de sens que on ne peut plus vraiment aborder ça en toute sérénité. C'est bien dommage, parce que ça nuit à la lecture de Nietzsche qu'on devrait pouvoir lire avec beaucoup plus de sérénité en disant, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Remettons dans le contexte, qu'est-ce que ça veut dire le mot juif sous sa plume, le mot sémite sous sa plume, le mot arien sous sa plume? Et il faut renvoyer tout ça toujours à la perspective du corps et de la physiologie. Pour revenir à la physiologie comme méthode, est-ce que l'on peut s'amuser à retrouver derrière la manière dont les philosophes de la pensée pure ont gommé le corps, à retrouver le corps qui parle? Moi, j'aimerais assez écrire un jour une histoire de la philosophie qui irait en ce sens, parce que ce serait volumineux, ce serait important. Il faudrait que je rencontre un mécène qui me permette de travailler 20 ans là-dessus. Mais on pourrait effectivement démarrer l'histoire de la pensée avec cet esprit-là, c'est-à-dire se dire, mais essayons de voir comment la physiologie a fonctionné. Alors ce serait très difficile pour les gens dont on connaît peu de choses. Je veux dire, les présocratiques qui sont déjà d'ailleurs lisibles aujourd'hui en fragments, c'est explosé, c'est éclaté, on ne connaît rien de leur vie, de leur biographie, elle est complètement fantasmatique. Il est peu probable qu'Empédocle se soit jeté dans l'Etna et que ses sandales se soient trouvées recrachées par le volcan. Mais il se passe mille choses dans la mythologie des biographies à l'époque, et Diogène Laërce contribue à ces choses-là avec une très beau vie, opinions et sentences des philosophes illustres. Moi, je trouve que c'est un très beau livre qui met justement en perspective la question biographie, autobiographie et œuvre. Je crois que ce serait difficile avec un certain nombre d'auteurs parce qu'on manquerait de matière. Ce serait la seule raison. Mais on pourrait le faire avec, prenons par exemple la critique de la raison pure, je veux dire, cet ouvrage majeur de la modernité philosophique, puisque ça passe vraiment comme une espèce de monolithe descendu du ciel, avec des catégories qui sont impressionnantes, le transcendantal, l'a priori, les formes a priori de la sensibilité. Enfin, c'est une grosse machine de guerre où on est dans les quantités, qualités, jugements, relations, modalités. Enfin, bon, c'est vraiment la grosse entreprise philosophique sur laquelle les étudiants souffrent toujours, et c'est tant mieux. On ne dit jamais comment on pourrait lire la critique de la raison pure d'une autre manière. Qu'est-ce que c'est la critique de la raison pure? Ce sont 600 pages et qui permettent à Kant de mettre un petit peu de la poudre partout, un détonateur, en fait, de faire tout ce qu'il faut pour dynamiter la métaphysique occidentale.
Et au bout de 600 pages, quand il a, avec cette espèce de théorie, des phénomènes et des noumènes, en disant, voilà, il y a deux registres complets, il y a ce qui est perceptible par les sens, il y a ce qui est imperceptible par les sens. Ce qui relève de la chose en soi est inconnaissable, parce que ce qui est connaissable ne peut passer que par le jugement qui lui-même est rendu possible par les sens, par le corps, qui donc, les sens sont limités. Enfin bon, il y a cette espèce de grosse coupure entre ce qui est sensible, ce qui est phénoménal et ce qui est nouménal. Et puis à un moment, on se dit, bon alors, Kant va sûrement faire exploser la métaphysique occidentale en disant, finalement, Dieu est une fiction, il n'y a pas d'immortalité de l'âme, le christianisme est une histoire destinée à des grands enfants, et puis il ne fait pas ça du tout. Il a préparé tout le terrain pour déblayer la métaphysique occidentale, et au moment de faire exploser tout ça, il dit, je postule. Qu'est-ce que c'est que le postulat? C'est l'art de dire, il n'est pas question pour moi que ce soit autrement. C'est comme ça parce que ça peut pas être autrement. Je peux pas accepter que ça puisse être autrement. Et Kant, qui aurait détruit la métaphysique occidentale, postule trois choses qui sont quand même majeures. Il postule l'existence de Dieu, tout simplement. Il postule l'immortalité de l'âme. Et il postule l'existence de la liberté, qui sont quand même trois grosses machines qui auraient mérité autre chose que du postulat. Parce qu'on peut postuler tout aussi bien le contraire. On peut aussi bien postuler l'inexistence de Dieu, la mortalité de l'âme et le déterminisme que d'ailleurs Nietzsche fait. Et derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que Kant ne fait pas ce travail que Nietzsche va faire? Il y a vraisemblablement la mère piétiste. Voilà où on retrouve la question du contexte, voilà où on retrouve la question de l'autobiographie, la confession du corps. Parce que Kant, ça n'est pas qu'un philosophe éthéré, il suffit de lire le conflit des facultés pour voir comment il est soucieux de ses doigts de pied le soir sous la couette. Est-ce qu'il faut avoir froid à la tête, froid aux pieds? Est-ce qu'on ne risque pas, quand on est dans son lit le soir, de prendre froid? Qu'est-ce qu'on doit manger? Comment est-ce qu'on doit boire? Est-ce qu'on peut boire des choses chaudes? Est-ce qu'on peut boire des choses tièdes? Est-ce qu'il faut manger des choses solides? Le conflit des facultés est un très beau livre qui nous montre un Kant humain, hypocondriaque, absolument obsédé par son corps et le détail de son corps. Et quand on rentre un petit peu dans la biographie de Kant, il n'y en a pas 36, il y en a une très belle d'un ancien soviétique, je veux dire d'un russe qui s'appelle Arseny Jgouliga, et qui montre, et puis il y a deux ou trois textes de ses contemporains qui montrent un Kant intime, et qui montre un personnage fasciné par sa mère, adorant sa mère, toute son existence, qu'elle était piétiste. Et le piétisme, c'est ça, c'est je crois, parce que je crois, il n'est pas question de croire autre chose que ce que je crois. Donc on touche pas aux choses essentielles. Dieu existe, la liberté existe, parce que si on n'est pas libre, on peut pas choisir, et si on peut pas choisir, on peut pas être puni. C'est bien la liberté, c'est extraordinaire, parce qu'il y a les bons d'un côté qui ont choisi la bonté, puis il y a les méchants de l'autre qui ont choisi la méchanceté. On peut donc les punir, la société peut fonctionner, il y a des coupables, c'est très bien, c'est idéal. Donc évidemment, les tenants de la liberté sont souvent des réactionnaires qui s'ignorent. Les tenants de Dieu sont aussi des réactionnaires qui s'ignorent. L'immortalité de l'âme, c'est exactement la même chose. Et là où l'inconscient de Kant, vraisemblablement, travaillerait à la destruction de sa mère, en travaillant la métaphysique occidentale qui fonctionne pour elle et avec elle, eh bien il y a une résistance. Et cette résistance-là, elle explique les dernières pages de Kant. Elle explique aussi la critique de la raison pratique et les autres ouvrages dans lesquels, quand on remet sur cette question du postulat de la raison pure pratique, des trois postulats de la raison pure pratique, il me semble qu'on doit pouvoir mieux lire la critique de la raison pure quand on a vu ce qu'elle permettait comme effort intellectuel. Et là où l'effort intellectuel s'arrêtait parce que l'intimité prenait le dessus, comment finalement une conscience critique magnifique, celle de Kant, se trouve limitée par un inconscient qui lui n'accepte pas la critique. Évidemment, c'est une hérésie de lire la critique de la raison pure comme ça. Aucun professeur d'université n'accepterait qu'on puisse faire une lecture pareille. Toujours est-il que le travail d'explosion de la métaphysique occidentale, c'est Nietzsche qui va le faire. Et c'est parce que la critique de la raison pure a été possible que d'une certaine manière, la mère de Kant était là présente dans son inconscient et qu'elle est là présente derrière les trois postulats de la raison pure pratique, qu'un Nietzsche peut arriver en disant mais moi j'ai vu toute cette idéologie minée, toute cette ontologie minée, toute cette métaphysique minée, et moi j'appuie sur le détonateur. Et le travail que fait Nietzsche, c'est ça, c'est cette espèce d'explosion considérable de la métaphysique occidentale. Friedrich Nietzsche sait exactement avec une lucidité folle qui il est et comment il doit être Nietzsche.
Oui, c'est d'ailleurs fascinant d'avoir cette espèce de prescience de soi, cette espèce de certitude, qui plus est dans une époque où tout semble se conjurer contre lui. Enfin, il vend très peu d'exemplaires de ses livres, édite à compte d'auteur, la critique fonctionne peu ou mal, dit n'importe quoi sur son travail. Il n'y a pas de relais, il n'y a pas d'individu qui reprenne son travail en compte et qui en signale l'épaisseur, la grandeur, le génie, la nouveauté ou la modernité. Bien évidemment, ne demandons pas à l'université d'être intelligente ou de précéder, elle a déjà tellement du mal à suivre. Enfin, Nietzsche est dans une grande solitude intellectuelle, mais il sait qu'il est posthume et que on l'enseignera, qu'il y aura des chaires d'université un jour consacrées à son travail, qu'on le comprendra plus tard, comme Stendhal l'avait dit d'ailleurs. Enfin, Stendhal avait donné des dates en disant à partir de ce moment-là, on pourra me comprendre et me saisir. Avant, sûrement pas. Nietzsche, qui avait beaucoup lu, Stendhal connaissait très bien, qu'il aimait beaucoup d'ailleurs. Il lui en voulait d'avoir eu quelques très belles formules sur Dieu, plutôt contre Dieu. Et Nietzsche se sait investi d'une tâche, d'une mission. Il sait qu'il a un destin. Il obéit à ce qu'il est. Il sait que c'est son travail. Enfin, la théorie de la mort fati, c'est-à-dire aime ton destin, aime ce qui t'advient. C'est une théorie qui le conduit toute son existence. Alors évidemment, il aurait sûrement préféré être aimé, connu, respecté de son temps. Il aurait sûrement souhaité, avant la folie, rencontrer des individus qui soient à même de reprendre le flambeau et de lui faire la démonstration qu'il n'était pas seul, qu'il n'était plus seul, mais ça ne s'est pas fait. Donc Nietzsche a la prescience de son destin, il le vit comme tel au quotidien, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est un individu opposé aux masses, aux troupes, au plus grand nombre, et il sait qu'il amènera la guerre. Alors évidemment, comme il est très métaphorique, comme il est très lyrique, comme il est très poétique, comme il est très littéraire au bon sens du terme, c'est-à-dire pas du tout de ces philosophes qui pensent que plus on ennuie son public, plus on est profond et plus on est sérieux et plus on dit de choses essentielles. Il croit au contraire que l'obscurité est plutôt un défaut de politesse et que c'est un manque de probité que d'être obscur. D'ailleurs, je pense que l'obscurité va souvent de pair avec une absence totale de profondeur. Il y a beaucoup de gens qui aiment l'obscurité parce que ça les dispense d'être intelligents et ça leur permet de se contenter du psittacisme et de la répétition. Pas Nietzsche, qui lui est dans un lyrisme qu'on connaît peu dans l'histoire des idées. Il y a peu de philosophes qui ont consenti à ce point au lyrisme. Alors il est bien évident que quand on relit ces pages, ou quand on lit ces pages après la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on lit la guerre, on entend mal le terme. On a l'impression que la guerre à laquelle Nietzsche fait référence, c'est la Deuxième Guerre mondiale, que la Deuxième Guerre mondiale, il l'avait prévu, annoncé, et qu'en fait, Hitler était un genre de prophète ou un genre de messie, et qu'il aurait incarné ou essayé d'incarner le cinquième évangile qui était le Zarathustra dans l'Europe appelée de ses voeux par Nietzsche. Et bien évidemment qu'il y a un contresens majeur là-dessus. Nietzsche n'aime pas la guerre, au sens premier du terme, il l'a connue, il l'a faite, il a souffert, il a été brancardier, il a vu des individus mourir, et il a très précisément dit que le sang était un mauvais témoignage pour une cause, quelle que soit cette cause. C'est quand même très clair, on ne peut pas dire plus clairement que les guerres ne sont pas de bonnes choses. Alors maintenant, sur le terrain métaphorique, annoncer la guerre, c'est dire que des chambardements vont avoir lieu, c'est dire qu'on va s'opposer, c'est dire qu'on va guerroyer avec des individus parce qu'il y aura des grands combats d'idées, il y aura des grandes joutes oratoires, il y aura des grandes oppositions rhétoriques, il y aura des systèmes qui se feront face comme dans des guerres de tranchées, il y aura de la stratégie, de la tactique, il y aura tout le vocabulaire militaire pour dire éventuellement ce qui opposera d'une part le christianisme, allons-y, disons-le, le génie du christianisme, et puis de l'autre côté, le génie de Nietzsche. Donc quand il annonce la guerre, il annonce ça, et rien d'autre. Bien évident qu'il n'est pas question pour lui de défendre une guerre qui se serait faite avec des militaires casqués, bottés et armés. Disons-le précisément une bonne fois pour toutes, les individus qui se sont retrouvés pendant la Deuxième Guerre mondiale avec des uniformes, l'étymologie dit très précisément les choses, sous la même forme, des individus qui ont combattu avec des armes, avec des P-38, avec des lugères, avec des avions, avec des tanks, avec des chars, enfin tout ça aurait représenté pour Nietzsche le summum de l'instinct grégaire, le comble de l'esprit de troupeau, la détestation que Nietzsche avait de l'État, dont il dit qu'il est le plus froid de tous les monstres froids. Tout ça fait la démonstration que bien évidemment Nietzsche ne se serait pas retrouvé dans cette Deuxième Guerre mondiale et qu'il ne se serait jamais retrouvé dans aucune guerre historique
particulière, que la guerre qu'il appelle de ses voeux est une guerre métaphorique, est une guerre de poète d'une certaine manière, qui suppose qu'il faut en finir avec un vieux monde et qu'il faut installer un nouveau monde. Et c'est ça que Nietzsche appelle de ses voeux. Il sait qu'il est d'une certaine manière le porte-parole ou le prophète de cette vérité-là. Son œuvre et sa vie sont entièrement tournées vers l'annonce de cette bonne nouvelle. Bien évident qu'il faut entendre la guerre dans ce sens. Nietzsche appelle, comme il le dit très précisément en sous-titre, à aurore, à des aurores qui n'ont pas encore lui. Si Nietzsche sait précisément qui il est, avec, on le disait tout à l'heure, cette extraordinaire lucidité, est-ce qu'aujourd'hui les philosophes nietzschéens qui, vous me contredirez si c'est faux, se comptent entre 1960 et aujourd'hui sur les doigts d'une main, ou de deux mains disons, savent également qui ils sont et quel type de continuité ils ont en charge? C'est difficile la question du nietzschéisme, c'est-à-dire être nietzschéen, ça signifie quoi? Est-ce que c'est... Alors les universitaires pensent qu'être nietzschéen, c'est se faire l'exégète de l'œuvre de Nietzsche, c'est se faire le traducteur, le commentateur, c'est se faire le répétiteur de l'œuvre de Nietzsche, et sont nietzschéens quelques-uns, dont je tairai les noms, j'ai pas envie de leur faire de publicité, qui passent leur vie à découper les textes de Nietzsche, à les lire, à les mettre en perspective et à ne rien dire d'autre que ce que Nietzsche dit. Bon, ça pour moi c'est pas être nietzschéen, c'est être fossoyeur, c'est travailler comme un embaumeur sur des cadavres. Ça ne présente à mes yeux aucun intérêt. Il vaut mieux lire 3 pages de Nietzsche plutôt qu'un livre d'un des commentateurs de Nietzsche. Le nietzschéen, ça n'est donc pas pour moi l'universitaire qui fait profession de disséquer les textes. Ça n'est pas non plus un individu qui se prendrait pour Nietzsche. Ça, ce serait la pire des choses. On m'a souvent demandé ce que pouvait signifier être nietzschéen en ce qui me concernait. On m'a dit, mais vous êtes nietzschéen, ça veut dire quoi? Vous devriez donc défendre telle position sur le surhomme, sur l'éternel retour, sur 2 ou 3 questions spécifiques. Vous devriez exactement dire la même chose que lui. Être nietzschéen, ça n'est pas être Nietzsche. C'est ridicule de considérer qu'être nietzschéen, ce serait reprendre les thèses de Nietzsche et les faire absolument siennes, en considérant qu'on se doit de souscrire aux thèses sur le ressentiment, aux thèses sur l'éternel retour, aux thèses sur la réactivité du christianisme, enfin, que sais-je, je dirais, c'est une boîte à outils tellement formidable, la boîte à outils de Nietzsche, que c'est ridicule de vouloir faire un catalogue exhaustif. Donc, être nietzschéen, ça n'est pas ça. Être nietzschéen, c'est penser à partir de Nietzsche, c'est considérer que la philosophie qu'on pratique aujourd'hui, là où on est, ici et maintenant, c'est une philosophie qui doit se faire sur le chantier abandonné par Nietzsche. Nietzsche a travaillé comme un homme, c'est-à-dire dans les limites qui lui ont été imparties par l'existence. C'est assez court, il est né en 1844, son premier livre en 1871, La folie en 1889 et La disparition en 1900. On fait le compte, 1871-1889, ça fait moins de 20 ans, donc Nietzsche produit une œuvre monumentale, avec une accélération fulgurante entre c'est très grand, la naissance de la tragédie, mais c'est pas ce qu'il y a de plus grand chez Nietzsche. Je dirais l'accélération après, avec Humain trop humain, et puis Aurore, qui sont aussi, et puis les considérations inactuelles, qui sont quelques textes pas inintéressants non plus, mais c'est pas là qu'est le grand Nietzsche. Mais je dirais là où Nietzsche est concentré, Gai savoir, par-delà le bien et le mal, ainsi par les Zarathustra, plus Ecce Homo, eh bien on a là, alors là, pour le coup, très peu d'années, très peu d'années, là c'est sur 2 ans, 2 ou 3 années, on a une explosion complète de l'Occident, de la métaphysique occidentale, de la philosophie classique. Et il est bien évident que, comme Freud en son temps, il n'a pas pu achever le bâtiment, il n'a pas pu faire de telle sorte que le chantier soit clos et que le bâtiment soit complètement debout. Donc il a laissé un bâtiment, des pierres non taillées, des plans, des projets, des paperoles, des papiers. La volonté de puissance en fait le témoignage, c'est-à-dire que la volonté de puissance est un livre qui n'existe pas, pour reprendre l'expression de Colli, qui en Italie, avec Montinari, a fait cette belle édition de Nietzsche, qu'on a chez nous en France, chez Gallimard. Et la volonté de puissance, ce sont des fonds de malle, c'est du génie, mais c'est quand même du fond de malle, du fond de papier, du fond de tiroir, et Nietzsche écrit plein de choses, serait revenu sur des positions, aurait affiné, aurait mis en perspective, aurait choisi un plan parmi plusieurs, enfin bon, le fait est qu'il y a chez Nietzsche une pensée foudroyante et foudroyée, arrêtée, stoppée, et qu'être nietzschéen, c'est se dire je rentre moi-même sur ce chantier,
Et je ne fais pas le travail que Nietzsche aurait pu faire ou aurait dû faire, ça n'a pas de sens, c'est ridicule, chacun travaille pour soi. Mais fort du chantier qu'on visite, on peut constater qu'il y a d'autres chantiers qu'on peut ouvrir, soit pour son compte, et le travail qu'on peut faire à partir de Nietzsche, à ce moment-là, c'est le travail personnel et le travail qu'on fait en propre. Bon, moi, je me suis installé sur la question de l'hédonisme, c'est-à-dire sur la question du dépassement du nihilisme. Il y a quelques idées comme ça chez Nietzsche qui sont des idées du dépassement, de la négation, tout ça est très intéressant, mais la positivité chez Nietzsche, d'une certaine manière, c'est assez raccourci. C'est-à-dire s'il a fait la critique d'un certain nombre de valeurs judéo-chrétiennes, d'un certain nombre de valeurs classiques, il n'a pas pour autant fait un traité des vertus qui lui aurait permis de dire quelles vertus on pouvait pratiquer. Il n'a pas écrit une grande morale ou une grande politique à l'intérieur desquelles il aurait dit comment on pouvait se comporter avec autrui, ou dans son rapport à l'État, à la nation. Donc toute cette positivité qui fait défaut à Nietzsche, parce qu'il n'a pas eu le temps, eh bien sur le terrain qui est le bien, c'est une positivité qui m'intéresse. Alors la négativité, elle est importante, je dirais, quand Nietzsche fait son travail et qu'il met en place ce chantier, il dit d'abord qu'il va renverser le platonisme. Ça, c'est une idée de génie, parce que on a fait savoir que l'histoire de la philosophie se contentait d'être depuis 25 siècles, se contentait de mettre des notes en bas de page de Platon, que finalement tout Platon avait servi à la philosophie occidentale, qu'on avait dit d'accord, pas d'accord, oui, non sur ces questions-là, et que ça s'était réduit la philosophie à commenter Platon. C'est pas faux, d'une certaine manière, c'est pas une idée franchement fausse. Mais le platonisme que Nietzsche a l'intention de renverser, c'est finalement le dualisme. C'est le spiritualisme. C'est cette idée qu'il y aurait d'un côté le corps détestable et de l'autre côté l'âme vénérable. C'est cette idée qu'il y aurait l'esprit et qu'on devrait célébrer essentiellement l'esprit, et qu'il y aurait de l'autre côté la matière et que la matière ce serait détestable et que ce serait la moins bonne des choses défendables, ou que ce ne serait pas de toute façon un sujet digne de philosophie et de philosophe et de philosopher. Nietzsche dit renverser le platonisme, c'est dire il y a de la matière, il n'y a que de la matière, il y a du corps, il n'y a que le corps, et si l'esprit existe, il n'existe que comme une modalité matérielle du corps. Ça, c'est une révolution essentielle que de dire l'ensemble du platonisme qui a fonctionné pendant des siècles, sous couvert du christianisme d'ailleurs, et cette idéologie-là, il faut la dépasser. Alors, le renversement du platonisme, ça va avec le dépassement du christianisme. Parce que, donc il le dit très précisément, le christianisme c'est un platonisme à l'usage des pauvres, ou à l'usage du peuple, c'est comme on voudra, enfin c'est la traduction qu'on choisira. Et le christianisme effectivement reprend l'idéologie platonicienne. On a fait savoir que finalement c'était plutôt l'aristotélisme qui fondait le christianisme occidental, c'est pas faux d'une certaine manière via saint Thomas, mais saint Thomas c'est déjà réglé, et c'est déjà réglé avec saint Augustin, et saint Augustin est quelqu'un qui dit très précisément dans la Cité de Dieu en quoi le platonisme c'est un pré-christianisme. Et on a christianisé Platon, mais d'une certaine manière, je pense qu'il y avait de la matière aussi pour que le platonisme influence le christianisme. Il suffit de lire ou de relire le Phédon de Platon sur les âmes, sur la transmigration des âmes, sur l'enfer, les paradis, sur la pesée des âmes, sur le bien et le mal, enfin sur toutes ces questions qui se retrouveront dans le christianisme. Donc le combat de Nietzsche est un combat anti-platonicien, donc anti-chrétien. Les pères de l'Église ne lui conviennent pas, il a peu lu les pères de l'Église Nietzsche, on les lisait assez peu d'ailleurs à cette époque-là, mais son grand combat c'est d'abord ça. C'est difficile la question du nietzschéisme, c'est-à-dire être nietzschéen, ça signifie quoi? Est-ce que c'est... Alors les universitaires pensent qu'être nietzschéen, c'est se faire l'exégète de l'œuvre de Nietzsche, c'est se faire le traducteur, le commentateur, c'est se faire le répétiteur de l'œuvre de Nietzsche, et sont nietzschéens, quelques-uns, dont je tairai les noms, j'ai pas envie de leur faire de publicité, qui passent leur vie à découper les textes de Nietzsche, à les lire, à les mettre en perspective et à ne rien dire d'autre que ce que Nietzsche dit. Bon, pour moi c'est pas être nietzschéen, c'est être fossoyeur, c'est travailler comme un embaumeur sur des cadavres. Ça ne présente à mes yeux aucun intérêt. Il vaut mieux lire 3 pages de Nietzsche plutôt qu'un livre d'un des commentateurs de Nietzsche. Le nietzschéen, ça n'est donc pas pour moi l'universitaire qui fait profession de disséquer les textes.
ça n'est pas non plus un individu qui se prendrait pour Nietzsche. Ça, ce serait la pire des choses. On m'a souvent demandé ce que pouvait signifier être nietzschéen en ce qui me concernait. Mais vous êtes nietzschéen, ça veut dire quoi? Vous devriez donc défendre telle position sur le surhomme, sur l'éternel retour, sur 2 ou 3 questions spécifiques. Vous devriez exactement dire la même chose que lui. Être nietzschéen, ça n'est pas être Nietzsche. C'est ridicule de considérer qu'être nietzschéen, ce serait reprendre les thèses de Nietzsche et les faire absolument siennes, en considérant qu'on se doit de souscrire aux thèses sur le ressentiment, aux thèses sur l'éternel retour, aux thèses sur la réactivité du christianisme, enfin, que sais-je, je veux dire, c'est une boîte à outils tellement formidable, la boîte à outils de Nietzsche, que c'est ridicule de vouloir faire un catalogue exhaustif. Donc, être nietzschéen, ça n'est pas ça. Être nietzschéen, c'est penser à partir de Nietzsche. C'est considérer que la philosophie qu'on pratique aujourd'hui, là où on est, ici et maintenant, c'est une philosophie qui doit se faire sur le chantier abandonné par Nietzsche. Nietzsche a travaillé comme un homme, c'est-à-dire dans les limites qui lui ont été imparties par l'existence. C'est assez court, il est né en 1844, son premier livre en 1871, La folie en 1889 et la disparition en 1900. On fait le compte, 1871-1889, ça fait moins de 20 ans, donc Nietzsche produit une œuvre monumentale, avec une accélération fulgurante entre le... C'est très grand, la naissance de la tragédie, mais c'est pas ce qu'il y a de plus grand chez Nietzsche. Je dirais l'accélération après, avec Humain trop humain, et puis Aurore, qui sont aussi, et puis les considérations inactuelles, qui sont quelques textes pas inintéressants non plus, mais c'est pas là qu'est le grand Nietzsche. Mais je dirais là où Nietzsche est concentré, Gai savoir, par-delà le bien et le mal, ainsi par les Zarathustra, plus Ecce Homo, eh bien on a là, alors là, pour le coup, très peu d'années, très peu d'années, là c'est sur 2 ans, 2 ou 3 années, on a une explosion complète de l'Occident, de la métaphysique occidentale, de la philosophie classique. Et il est bien évident que, comme Freud en son temps, il n'a pas pu achever le bâtiment, il n'a pas pu faire de telle sorte que le chantier soit clos et que le bâtiment soit complètement debout. Donc il a laissé un bâtiment, des pierres non taillées, des plans, des projets, des paperoles, des papiers. La volonté de puissance en fait le témoignage, c'est-à-dire que la volonté de puissance est un livre qui n'existe pas, pour reprendre l'expression de Colli, qui en Italie, avec Montinari, a fait cette belle édition de Nietzsche, qu'on a chez nous en France, chez Gallimard. Et la volonté de puissance, ce sont des fonds de malle, c'est du génie, mais c'est quand même du fond de malle, du fond de papier, du fond de tiroir, et Nietzsche écrit plein de choses, serait revenu sur des positions, aurait affiné, aurait mis en perspective, aurait choisi un plan parmi plusieurs, enfin bon, le fait est qu'il y a chez Nietzsche une pensée foudroyante et foudroyée, arrêtée, stoppée, et qu'être nietzschéen, c'est se dire je rentre moi-même sur ce chantier, et je ne fais pas le travail que Nietzsche aurait pu faire ou aurait dû faire, ça n'a pas de sens, c'est ridicule, chacun travaille pour soi. Mais fort du chantier qu'on visite, on peut constater qu'il y a d'autres chantiers qu'on peut ouvrir, soit pour son compte, et le travail qu'on peut faire à partir de Nietzsche, à ce moment-là, c'est le travail personnel et le travail qu'on fait en propre. Bon, moi, je me suis installé sur la question de l'hédonisme, c'est-à-dire sur la question du dépassement du nihilisme. Il y a quelques idées comme ça chez Nietzsche qui sont des idées du dépassement, de la négation, tout ça est très intéressant, mais la positivité chez Nietzsche, d'une certaine manière, c'est assez raccourci. C'est-à-dire s'il a fait la critique d'un certain nombre de valeurs judéo-chrétiennes, d'un certain nombre de valeurs classiques, il n'a pas pour autant fait un traité des vertus qui lui aurait permis de dire quelles vertus on pouvait pratiquer. Il n'a pas écrit une grande morale ou une grande politique à l'intérieur desquelles il aurait dit comment on pouvait se comporter avec autrui, ou dans son rapport à l'État, à la nation. Donc toute cette positivité qui fait défaut à Nietzsche, parce qu'il n'a pas eu le temps, eh bien sur le terrain qui est le bien, c'est une positivité qui m'intéresse. Alors la négativité, elle est importante, je dirais, quand Nietzsche fait son travail et qu'il met en place ce chantier, il dit d'abord qu'il va renverser le platonisme. Ça, c'est une idée de génie. Parce que on a fait savoir que l'histoire de la philosophie se contentait d'être depuis 25 siècles, se contentait de mettre des notes en bas de page de Platon, que finalement tout Platon avait servi à la philosophie occidentale, qu'on avait dit d'accord, pas d'accord, oui, non sur ces questions-là, et que ça s'était réduit, la philosophie à commenter Platon. C'est pas faux, d'une certaine manière, c'est pas une idée franchement fausse. Mais le platonisme que Nietzsche a l'intention de renverser, c'est finalement le dualisme.
c'est le spiritualisme. C'est cette idée qu'il y aurait d'un côté le corps détestable et de l'autre côté l'âme vénérable. C'est cette idée qu'il y aurait l'esprit et qu'on devrait célébrer essentiellement l'esprit, et qu'il y aurait de l'autre côté la matière et que la matière ce serait détestable et que ce serait la moins bonne des choses défendables, ou que ce ne serait pas de toute façon un sujet digne de philosophie et de philosophe et de philosopher. Nietzsche dit renverser le platonisme, c'est dire il y a de la matière, il n'y a que de la matière, il y a du corps, il n'y a que le corps, et si l'esprit existe, il n'existe que comme une modalité matérielle du corps. Ça, c'est une révolution essentielle que de dire l'ensemble du platonisme qui a fonctionné pendant des siècles, sous couvert du christianisme d'ailleurs, et cette idéologie-là, il faut la dépasser. Alors, le renversement du platonisme, ça va avec le dépassement du christianisme. Parce que, donc il le dit très précisément, le christianisme c'est un platonisme à l'usage des pauvres, ou à l'usage du peuple, c'est comme on voudra, enfin c'est la traduction qu'on choisira. Et le christianisme effectivement reprend l'idéologie platonicienne. On a fait savoir que finalement c'était plutôt l'aristotélisme qui fondait le christianisme occidental, c'est pas faux d'une certaine manière via saint Thomas, mais saint Thomas c'est déjà réglé, et c'est déjà réglé avec saint Augustin, et saint Augustin est quelqu'un qui dit très précisément dans la Cité de Dieu en quoi le platonisme c'est un pré-christianisme. Et on a christianisé Platon, mais d'une certaine manière, je pense qu'il y avait de la matière aussi pour que le platonisme influence le christianisme. Il suffit de lire ou de relire le Phédon de Platon sur les âmes, sur la transmigration des âmes, sur l'enfer, les paradis, sur la pesée des âmes, sur le bien et le mal, enfin sur toutes ces questions qui se retrouveront dans le christianisme. Donc le combat de Nietzsche est un combat anti-platonicien, donc anti-chrétien. Les pères de l'Église ne lui conviennent pas, il a peu lu les pères de l'Église Nietzsche, on le lisait assez peu d'ailleurs à cette époque-là, mais son grand combat c'est d'abord ça. Alors il y a aussi une volonté d'en finir avec l'idéal ascétique, c'est une très belle expression de Nietzsche. Enfin, l'idéal ascétique, c'est ce qui fait qu'on désire faire triompher l'appauvrissement de la vie, la négation de la vie, la haine de la vie, avec ce que ça suppose du côté du mépris, des instincts, des pulsions, des passions, du corps et de la chair. L'idéal ascétique, c'est l'invitation à mourir de son vivant. C'est une invitation à dire, si vous voulez vous sauver dans ce monde, eh bien il faut que vous viviez la vie d'un mourant, voire non pas d'un mortel, mais d'un mort. Donc tâchez de sentir le moins possible, de goûter le moins possible, de jubiler le moins possible, pas de sensualité, pas de sexualité bien évidemment, enfin tout ce qui fait que votre corps peut être en expansion, eh bien il faut l'interdire. L'idéal ascétique c'est ça, c'est vivez sous le signe du mépris de la vie, et vivez sous le signe de la célébration des arrière-mondes, l'expression est de Nietzsche aussi, des arrière-mondes, c'est-à-dire cette espèce d'univers qui n'existe pas, enfin cette cité céleste de saint Augustin, ce monde dans lequel il n'y aurait plus que des âmes qui volâtraient dans le pur plaisir d'exister à proximité de l'un bien ou d'une espèce de divinité aux formes impossibles à déterminer. Donc haine de Platon, haine du christianisme, haine de l'idéal ascétique, haine du nihilisme aussi chez Nietzsche. Le nihilisme, c'est le constat qu'il fait de l'époque, et d'une certaine manière on pourrait faire remonter ça à des dates particulières. On peut même imaginer que Nietzsche le fait avec Socrate, et que le début du nihilisme ou le début de la décadence, c'est Socrate. À d'autres endroits et d'autres moments, il dit que finalement c'est la Révolution française, quand même un grand accélérateur de négativité, et on pourrait nous ajouter, avec le siècle qui nous sépare de lui, avec Auschwitz, les camps de concentration, les camps de la mort, et que les pays de l'Est, la Colima, le Goulag, les pays du bloc soviétique, de l'ex-bloc soviétique, tout ça a contribué à l'augmentation du nihilisme. Et que le nihilisme, c'est aujourd'hui le triomphe du tout et du n'importe quoi, l'absence de valeur, l'absence de sens, l'idée que l'argent puisse régler tout. Très beau texte, qu'on lit très peu d'ailleurs aussi, un tout petit texte d'Aurore, dans lequel Nietzsche montre que le capitalisme est une horreur, que la version proposée par le capitalisme est une version qui accélère aussi le nihilisme, c'est-à-dire les valeurs matérialistes au mauvais sens du terme, c'est-à-dire les valeurs de l'argent, de la consommation. Il y a une critique de ce qui pourrait être appelé déjà à l'époque la société de consommation, c'est quand même écrit un siècle avant mai 68, et Nietzsche considère que le nihilisme est généralisé et qu'il triomphe en Europe, qu'il n'y a plus de religion, qu'il n'y a plus de morale, qu'il n'y a plus de valeur, qu'il n'y a plus de vertu, il n'y a plus de sens de la distinction, qu'il n'y a plus d'aristocratisme, qu'il y a cette espèce de gros esprit
démocratique qui triomphe, c'est-à-dire tout vaut tout, tout finalement est égal, tout est semblable, il n'y a plus de génie, il n'y a plus de gens pas doués, tout se vaudrait, et ça c'est le constat que Nietzsche fait de l'époque. Deux points, nous vivons dans le nihilisme. Le nihilisme dans lequel Nietzsche vivait, c'est aussi le nôtre et de manière accélérée. Et il y a besoin, pour dépasser le nihilisme, d'une autre valeur, d'une autre éthique. Et il y a chez Nietzsche une proposition, mais un début de proposition, et c'est là que la négativité est parfois plus importante chez lui que la positivité. Un début de proposition, c'est le corps, on retrouve le corps, c'est la question du corps, c'est que peut-on faire avec le corps qu'on a, dans la vie qui est la vie que nous avons, et dans l'univers qui est l'univers que nous savons. Et eh bien il ne répond pas vraiment. Nietzsche invite aussi au surhumain, c'est-à-dire non pas du tout à un individu qui serait un surhomme qu'on penserait sur les catégories de Superman. Mais le surhumain, c'est ce qui permet de dépasser l'humain. D'une certaine manière, être plus humain encore que ce que l'humain est aujourd'hui et que ce qu'il a été au travers des siècles. Cette invitation au surhumain, elle est une tâche qui nous incombe aujourd'hui. Je pense que le travail est à faire et que être nietzschéen aujourd'hui, c'est reprendre sur ce chantier-là la question des valeurs qu'on peut proposer aujourd'hui après le nihilisme. Des philosophes, enfin peu importe, des penseurs, associent, souvent chrétiens évidemment, associent Dionysos au Christ, Zarathustra à une forme d'évangile. Que répond un philosophe nietzschéen? Qu'il ferait mieux de se contenter de lire la Bible et puis de laisser Nietzsche tranquille. Je trouve qu'on lui fait dire n'importe quoi à partir de... Même pas à partir de phrases qui pourraient être extraites du contexte et comprises. Enfin, il n'y a rien de dit et qui soit positif sur Dieu, sur Jésus, sur le christianisme, sur le catholicisme, sur le protestantisme. Les choses sont claires. Si on trouve effectivement deux ou trois petites idées comme ça qui de temps en temps permettent de dire de Jésus qu'il est une figure de philosophe et de sage, il n'empêche que Jésus c'est aussi le Christ et que le Christ c'est une catastrophe. Donc on ne peut pas se contenter comme ça, comme quelques-uns l'ont fait, de prendre là encore au pied de la lettre, comme sur la question de la guerre, la proposition d'un 5e évangile avec le Zarathustra. Ça n'est pas parce que Nietzsche a dit qu'il s'agissait d'un 5e évangile qu'il faut considérer qu'il est à placer juste après celui de Jean et dans la continuité de Matthieu, Luc et Marc. Ça n'a aucun sens de faire de Nietzsche un chrétien qui s'ignore, quelqu'un qui n'aimerait pas le catholicisme, mais qui finalement, dans la grande tradition du protestantisme, aurait permis la critique du christianisme au nom du christianisme. Parce que ça n'est pas vrai, le christianisme reste une idéologie qui vend des arrière-mondes, une idéologie qui fâche avec le corps, et sur cette question-là, Nietzsche est très clair, très très clair, il ne pourrait pas se réconcilier avec les protestants, le protestantisme et feu son papa qui était pasteur. Donc les chrétiens qui veulent le récupérer me font le même effet que les marxistes qui ont voulu l'anéantir au nom d'une même lecture sommaire et simple. On prend deux phrases, deux idées, on fait dire tout le contraire de tout et puis on délire puissamment et on arrive à faire un Nietzsche chrétien, on arrive à faire un Nietzsche marxiste ou à faire n'importe quoi. Enfin, on peut faire dire n'importe quoi à Nietzsche et il y a des gens qui s'en occupent d'ailleurs très bien. Il y a aujourd'hui en France des représentants de l'humanisme libéral, pour le dire dans ces termes-là, qui s'évertue à faire de Nietzsche le penseur du fascisme, de l'esclavagisme, de la misogynie, de la phallocratie, de l'antisémitisme, c'est pas mal quand même, et qui finalement ne s'aperçoivent pas, une étrange ruse de la raison, mais c'est un étrange paradoxe aussi, ne s'aperçoivent pas qu'ils tiennent les propos d'Hitler. Je trouve très étonnant que ces gens-là défendent les idées d'Adolf Hitler, exactement les mêmes, et tiennent sur Nietzsche le discours que Hitler tenait sur Nietzsche. Ça me gênerait, moi, finalement, de me retrouver du côté des nazis pour dire de Nietzsche qu'il a été l'inventeur de tout ça. Il suffit de reprendre les textes, il suffit de remettre en perspective avec le quotidien de Nietzsche, avec la biographie de Nietzsche, pour constater, pour savoir que Nietzsche détestait les antisémites, que Nietzsche faisait l'éloge des juifs comme race, si tant est qu'on puisse encore utiliser ce terme-là, alors qu'on pouvait le faire à son époque, qu'il célèbre le mariage des juifs et des allemands, disant que ça ferait une civilisation de génie avec une culture extraordinaire. Il y a une mise en perspective de l'esclavagisme et de Nietzsche. Nietzsche aurait inventé l'esclavagisme en disant que les grandes civilisations et les grandes cultures ne se faisaient qu'avec les esclaves, donc il faut des esclaves et défendons les esclaves. Ces gens qui sont les tenants de l'humanisme moderne et contemporain, qui sont tenants des droits de l'homme,
s'arrange très bien d'idéologie libérale qui envoie au casse-pipe tous les matins les gens qui travaillent pour des salaires de misère, des gens qu'on éjecte et qu'on met à la porte des entreprises, qu'on licencie sans difficulté, qu'on sous-paye, qu'on exploite physiquement et physiologiquement, qui vont travailler 35 heures par semaine, 11 mois sur 12, jusqu'à l'âge de 65 ans, pour des salaires de misère qui leur permettront tout juste d'être aliénés. Ça, ce sont des esclaves. Ça, ce sont des esclaves, et quand Nietzsche dit qu'une civilisation se construit avec des esclaves, ces gens-là devraient constater que quand ils ne se rebellent pas devant cet esclavagisme moderne, ils sont bien mal placés pour considérer que Nietzsche défend l'esclavage. Si l'esclavage est défendu, c'est par ces gens qui ne sont pas radicalement engagés dans une idéologie de la résistance au libéralisme, que Nietzsche d'ailleurs permettrait. Moi j'ai parlé d'un nietzschéisme de gauche, non pas que je crois que Nietzsche puisse être marxisé ou qu'on puisse le réduire avec le marxisme à une espèce de philosophie de la réaction des classes bourgeoises devant la montée de la commune, comme d'aucuns l'ont dit, ou devant la montée du marxisme. Enfin, Nietzsche aurait été finalement le représentant ultime de la bourgeoisie et de l'aristocratie flouée par la montée du capital. Enfin, ce sont des sottises un peu monstrueuses. Il faut retrouver le sens des textes. Pour retrouver l'esprit libertaire, au sens étymologique, c'est pas un anarchiste non plus Nietzsche, mais l'esprit libertaire qui souffle dans l'œuvre de Nietzsche. Il a parlé de libre esprit, il a parlé d'esprit libre, c'est pas seulement un jeu de traduction, de libre penseur ou de pensée libre. Ce que Nietzsche propose, c'est une invitation à être un homme libre, donc un libertaire, donc quelqu'un qui considère qu'il n'y a rien à mettre au-dessus de la liberté, et qu'on doit penser le monde et le réel sans avoir de béquilles, alors de béquilles marxistes, de béquilles freudiennes, de béquilles libérales ou de béquilles quelles qu'elles soient. Lisons-le avec ce qu'il a dit de lui-même, c'est-à-dire le talent de la vache qui rumine et qui est capable de prendre, de reprendre, de lire, de relire. Enfin, l'œuvre de Nietzsche doit accompagner en permanence et au quotidien et dans le détail, et pas seulement accessoirement quand il faut faire un article dans la presse bourgeoise française sur le 100e anniversaire de la disparition de Nietzsche. Nietzsche n'est pas quelqu'un qu'on lit comme ça, Nietzsche est quelqu'un qu'on pratique comme un viatique au quotidien et qui nous permet d'être un philosophe engagé dans le réel, c'est-à-dire d'être un esprit radical, un esprit critique, un esprit négateur des aliénations de notre temps. Enfin, Nietzsche nous invite à être de notre temps et rien que de notre temps. Les anniversaires sont des catastrophes parce que dans nos civilisations consuméristes, c'est l'occasion d'installer sur le marché des produits qui vont permettre des rééditions, des œuvres complètes, des Pléiades, des cahiers de Lerne, des rééditions par des petits éditeurs de 3 pages faussement retrouvés mais déjà édités quelque part, où on va rééditer le Nietzsche de bidule, de machin, qui était devenu introuvable depuis très longtemps. Alors on va avoir droit à tout, quoi. Nietzsche et les voyages, Nietzsche et les femmes, Nietzsche et la guerre, Nietzsche et la musique, Nietzsche. Bon, on aura des timbres Nietzsche, on aura des cendriers Nietzsche, des crayons Nietzsche. On aura les philosophes d'aujourd'hui qui considèrent que il faut être nietzschéen quand Nietzsche est mort 100 ans tout rond, quoi. Il y a 100 ans tout rond. Comme d'aucuns sont sartriens d'un seul coup parce que Sartre est mort il y a 20 ans, alors qu'ils sont anti-sartriens pendant les 20 ans qui précèdent. Donc on va retrouver des nietzschéens d'occasion, ça va y en avoir beaucoup. Les universitaires de service vont venir commenter les numéros spéciaux des hebdos, des revues qui nous diront Nietzsche 100 ans après. Alors on aura droit au ressucé habituel, Nietzsche sur la plage, puisque bon, le 25 août c'est quand même difficile comme date anniversaire. On va tomber là à l'époque où les gens seront en train de bronzer idiots. On va tâcher de faire des couvertures, on va habiller Nietzsche, je sais pas quoi, en punk avec les moustaches qui le rendront reconnaissable. Je veux dire, ça va être l'occasion d'un grand délire du marché. Bon, ça passera, je dirais, ça passera. Et tous ces Nietzschéens d'occasion passeront à autre chose si en 2001 on fêtera les anniversaires, les cinquantenaires de je ne sais quoi, les centenaires de je ne sais quoi. Ils trouveront des occasions pour refaire des livres parce que en temps normal ils n'ont pas grand chose à dire, donc ils s'installent sur le marché avec l'air du temps et ce qui est porteur. Ça encombrera la bibliographie nietzschéenne, qui est quand même une bibliographie nullissime. C'est-à-dire le nombre de livres écrits sur Nietzsche et le nombre de mauvais livres, c'est assez consternant. Peu de gens ont des choses neuves à dire sur Nietzsche. D'ailleurs, moi le premier, c'est pourquoi je n'écris pas de livre sur Nietzsche. Il n'y a pas grand-chose à dire qui n'ait déjà été dit. Alors on peut être original, se croire original en allant chercher une espèce d'homosexualité refoulée ou d'homosexualité pratiquée. J'ai acheté en Espagne, je le dis en français, ma sœur et moi,
un livre qui est un faux de Nietzsche et qui n'a pas empêché un philosophe argentin que j'ai rencontré récemment à Buenos Aires d'écrire un livre sur cette question-là, alors que c'est un faux complet, où Nietzsche parle de Karl Marx par exemple. Il n'y a pas une seule référence de Nietzsche à Marx dans l'œuvre complète. Il y a un Marx qui n'est pas Karl et qui est un philologue si je me souviens bien, mais enfin il n'y a pas de référence à Karl Marx. Où Nietzsche dit qu'il consomme des drogues, du cannabis, je crois, ou quelque chose comme ça, où Nietzsche avoue son homosexualité franche et nette. Enfin, bon, j'ai été très étonné en discutant avec ce philosophe à qui j'ai dit, mais enfin, c'est un faux, vous devriez le savoir, c'est quand même un ouvrage qui a été fabriqué. Alors lui me dit, oui, je crois même savoir par qui, mais on n'est pas très sûr, mais ça peut être Nietzsche. Puis de toute façon, si c'est pas Nietzsche, ça pourrait être Nietzsche, alors je l'ai pris comme tel. Alors moi, ça m'a consterné quand même qu'on soit capable d'en rajouter sur le délire nietzschéen pour lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Alors d'autres vont dire, mais après tout, prenons un texte qui aurait pu être écrit par Nietzsche, il est écrit par un autre, et puis donnons-lui le même statut canonique que le gai savoir, ou que par-delà le bien et le mal. Donc je trouve que la bibliographie est abondante et assez souvent nullissime, que personne n'a ajouté quoi que ce soit à Nietzsche. Je pense que la lecture elle-même de Nietzsche doit se suffire, que la vertu qu'il prêtait aux vaches est vraiment la bonne vertu, qu'il faut effectivement ruminer, qu'il faut le reprendre et le relire, et que c'est comme ça seulement qu'on pourra trouver par soi-même la vérité de Nietzsche. Donc ça, c'est le centenaire de l'anniversaire de son décès. L'an prochain, il est bien évident que c'est fini. Le volume de la Pléiade sera en librairie, le cahier de Lerne sera sur les étagères des gens, et quelques livres auront été vendus à quelques centaines d'exemplaires, et puis je peux prendre le pari qu'il n'y aura rien d'intelligent de dit sur Nietzsche à ce moment-là, et qu'on n'aura pas vu apparaître un jeune philosophe sur cette question-là. En revanche, demain ou après-demain, je pense que c'est possible que des jeunes philosophes soient, eux, capables de faire le tri avec la distance, et de considérer qu'un certain nombre de philosophes qui encombrent le terrain français, par leur obscurité, par leur mondanité, par leur superficialité, et que ceux-là auront cessé de faire l'illusion, sauf auprès des dames, entendons-nous bien, je dirais je dis pas auprès des femmes, mais auprès des dames, je dirais auprès des bourgeoises de sous-préfecture qui veulent se croire philosophes en dissertant accessoirement sur cette question-là, ou des messieurs qui veulent se trouver intelligents dans les dîners d'affaires. Je pense que ça passera, je dirais, cette affaire, c'est pas très important, mais des jeunes philosophes seront sûrement capables de dire, bon, on en a fini avec l'obscurité d'un certain nombre d'écoles, on en a fini avec les mondanités associées à Nietzsche et aux anniversaires, et on en a fini avec les fausses valeurs aussi. À ce moment-là, Nietzsche réapparaîtra sûrement dans son évidence comme un grand philosophe, comme un très grand philosophe, ce qui n'a jamais cessé d'être. Et moi, je ne désespère pas de jeunes philosophes qui seront capables de le lire autrement, de le voir différemment. J'ai lu récemment un livre d'un très jeune philosophe suisse avec lequel je suis en correspondance depuis, qui est Alexandre Jolien. C'est un livre qui s'appelle L'éloge de la faiblesse. Alexandre a eu un accident à la naissance, puisqu'il est né avec le cordon ombilical autour du cou, et que il est depuis handicapé physique. Et il y a chez lui une façon d'être nietzschéen qui est une façon très intelligente, parce qu'il a saisi Nietzsche, il a compris Nietzsche, et il ne le passe pas par la moulinette heideggerienne, par la moulinette de la déconstruction derridienne, ou par la moulinette mondaine et commémorative, mais il s'attaque directement au texte. Et je trouve qu'il y a là des perspectives intéressantes. Il y a sûrement, par ailleurs, des jeunes personnes qui aujourd'hui, sur tous les terrains, le terrain esthétique, le terrain musical, sur le terrain, je pense à Éric Tanguy, sur le terrain musical par exemple, qui est d'une certaine manière un musicien dionysiaque, c'est aussi le cas du Sapin, enfin de cette espèce d'école nouvelle en musique. Il y a des plasticiens qui sont aussi sur ce terrain-là, qui retrouvent le corps, qui retrouvent l'aspect dionysiaque, qui retrouvent la célébration de la vie, qui en ont assez du nihilisme généralisé. Et puis il y a aussi l'histoire qui donnera certainement raison à Nietzsche. Moi je pense que la très grande révolution au sein de laquelle nous nous trouvons, ce n'est pas tant la révolution informatique, qui est une révolution des instruments, et ça c'est pas très important, mais c'est la révolution biologique. Je pense que le séquençage du génome humain est en train de préparer la disparition de l'édifice occidental, et que Nietzsche sera utile pour penser ces questions-là. Dieu est mort, l'État est mort, la planétarisation se manifeste à toute allure, il ne reste plus que l'individu, c'est la grande leçon nietzschéenne, et le surhumain appelé par ses vœux de Nietzsche, alors que c'est tellement l'occasion
de malentendus, eh bien c'est un surhumain qu'on va rencontrer, qu'on va revoir. Sloterdijk a écrit en Allemagne Règles pour le parc humain, et ça a fait un très grand bruit, parce qu'il a un peu dit ces choses-là. Il y a effectivement à voir entre bioéthique, séquençage du génome humain, génie génétique, et puis le surhomme nietzschéen, le dépassement du nihilisme. Et je crois que le grand jeu de la philosophie du siècle qui suit, eh ben, il sera nietzschéen justement parce qu'il faudra repenser les catégories de la métaphysique classique, traditionnelle et occidentale à partir de ce qu'on sera capable de faire avec des manipulations génétiques dans les laboratoires. Réjouissons-nous, Nietzsche n'est pas mort.